Voilà, donc je m'appelle Serge Gilbert, je suis généraliste à Paris dans un cabinet de groupe. Je fais des visites depuis toujours et je continue. Et je suis aussi donc membre du Collège de la médecine générale et je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette session. Alors, je voulais remercier la CNAMTS qui nous a donné les données de 2016 qui va permettre que je vous présente quelques données. Bon, ceci étant, on les a eues très tardivement. Il y a à peu près une dizaine de jours, donc on aurait pu avoir des choses un peu plus précises, mais en tout cas, ça donnera lieu à une thèse de médecine générale et peut-être à un article, j'espère. Je vais en toute prétention me citer, parce qu'il se fait qu'en 2000, j'ai fait pour la commission de la nomenclature le rapport qui a été un peu un tournant sur la visite à domicile et qui a fait qu'il y a eu une réforme des prises en charge et aussi du périmètre et qui a vu le nombre de visites considérablement baisser dans le pays. Et j'avais conclu le rapport en disant « La prise en charge de patients nécessitant des soins à domicile est un enjeu de santé publique. Il faut donc consacrer les moyens tant humains que matériels à ces missions en prenant en compte le service rendu et la compétence mise en jeu. Une valorisation de ce type de visite incitera les médecins généralistes à s'y consacrer. Il faut éviter qu'ils ne s'en détournent par manque de reconnaissance. » Je ne vais pas tout de suite commenter ce qui s'est passé depuis 18 ans et savoir si cette phrase reste d'actualité, si on pourrait finalement conclure la session de la même façon. On va prendre quelques données factuelles et puis ensuite voir les éléments du débat. La visite, pourquoi ? Je crois que vous le savez, mais comme l'Assemblée est quand même composée d'un public assez jeune, en partie, je pense qu'il est bon de rappeler que les patients, une typologie de patients nécessite absolument des visites à domicile pour ceux qui sont en perte d'autonomie, que c'est une alternative à l'hospitalisation dans de nombreuses situations, que c'est pour la prise en charge des pathologies lourdes de type traumatisme, chirurgie, chimiothérapie, maladies neurologiques, maladies cardiovasculaires, AVC, les suites de grossesse pathologiques, les soins palliatifs, et bien entendu, tout ça, d'autant plus que maintenant, les temps d'hospitalisation sont extrêmement raccourcis et qu'il y a des besoins de suivi à domicile. Et puis, il y a les urgences vraies, les urgences ressenties, et je pense que l'intervenant suivant développera plus cette partie-là, sur ce qu'on entend par là, et avec des chiffres précis et des exemples, donc je ne vais pas m'y attarder. Par ailleurs, nous qui sommes les spécialistes de la prise en charge globale, de l'approche santé-patient, on sait bien que la visite, c'est une plus-value. C'est une plus-value pour évaluer quel est l'entourage, l'environnement géographique, le voisinage des patients. On sait très bien que quand il y a des pathologies de type allergique, de type infection à répétition, le fait de voir des conditions insalubres d'habitation va nous renseigner, savoir dans quelles conditions vivent les enfants ou les parents. Et puis les lectures, moi j'adore ou j'adorais regarder les bibliothèques des patients. Et puis aussi chez les personnes âgées, dans les placards, tous les médicaments qu'on avait prescrits qui restaient entassés, qu'ils ne prenaient pas, quand on parle d'observance par exemple. Voilà. Et puis aussi de temps en temps aller dans les frigidaires des personnes âgées pour voir la nutrition. Parfois ça renseigne plus que la protidémie. Donc voilà, c'est des éléments importants et c'est bien sûr un élément important pour évaluer l'autonomie, la dépendance des patients, et puis plein de petits détails qui font que c'est des éléments très enrichissants pour la compréhension des patients et dans le cadre aussi de la relation, si on ne prend que l'exemple des photos au mur sur les buffets, la famille, les événements joyeux ou autres, qui contribuent tant au suivi dans la durée de nos patients. Alors, la réalité en 2016, c'est qu'on fait 24 millions et demi de visites, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et si vous voyez les nouveaux actes que permet la nomenclature, vous voyez que la VL, il n'y en a eu que 43 274. La majoration pour sortie d'hôpital, un peu plus à 142 000. La majoration pour insuffisance cardiaque, très faible à 18 155. Et il faut mettre ça en relation, bien entendu, avec le nombre de consultations, qui est de donc 253 millions
742 544. Si vous regardez l'évolution du pourcentage de visites par rapport au nombre d'actes, vous voyez que dans les années 80, il y avait environ 38% des actes qui étaient réalisés en visite. Autour des années 97 puis 2000, quand j'ai fait le premier rapport, on était à peu près à 25%. Et vous voyez que là, quand on additionne les visites et les visites longues, on est à peu près à 8,9% de visites, ce qui reste un chiffre malgré tout assez important. La question, c'est est-ce suffisant? Faut-il en faire plus? On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui explique la diminution des visites au fil du temps, c'est bien certainement l'amélioration des moyens de communication, ce qui n'était pas le cas au début. La maîtrise des infections, puisque une des raisons qui était aussi de ne pas se rendre chez le médecin, c'était la crainte des épidémies, et puis aussi les mentalités qui pensaient que quand on était malade, on restait au lit, puis on attendait le docteur, hein, avec un bouillon de légumes. Donc c'était quand même un peu ça, les croyances. En même temps, posons-nous aussi la question que c'est quelque chose qui, à un moment donné, pourrait se reposer. Pour ceux qui ont connu l'épidémie de grippe H1N1, où on disait qu'il ne fallait pas aller mélanger les malades et qu'il ne fallait pas les faire venir au cabinet, on peut aussi se poser la question de savoir si on ne pourrait pas à nouveau être confronté à la nécessité de ne pas mélanger trop les malades, mais en même temps, quelle faisabilité. Enfin, le développement des consultations sur rendez-vous, parce que souvent les malades demandaient des visites parce qu'ils ne voulaient pas attendre, hein. Et puis l'augmentation croissante de la consommation qui rendait impossible de multiplier les visites aux dépens des consultations. Et enfin, le recours aux urgences, qui se présente aussi en partie, aux urgences des hôpitaux bien sûr, qui se présente en partie comme une alternative à la visite à domicile. Et bien souvent, et peut-être si on regarde les choses de façon complémentaire, ça serait intéressant de voir combien de fois les patients ont eu recours aux urgences parce qu'ils n'ont pas pu faire venir un médecin à domicile. D'ailleurs, sujet de thèse pour ceux qui voudraient le faire. Alors, qui fait les visites? 96% des médecins généralistes font des visites. Donc ça, par rapport, en 2016, par rapport aux données qu'on pouvait imaginer, de savoir qu'un certain nombre de médecins renonçaient aux visites, ne voulaient plus en faire. Moi, j'ai été agréablement surpris par ce résultat, qui est que la grande majorité des médecins continuent de faire des visites. Quel pourcentage? Donc on a demandé combien de médecins font de 0 à 50 visites par an, de 50 à 150 et plus de 150. Vous voyez les pourcentages. Donc il y a 65% des médecins qui font plus de 150 visites. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été plus loin pour savoir s'il y en avait qui en faisaient plus de 300. De plus faibles pourcentages en font moins, mais vous voyez qu'une grande majorité continue à faire donc plus de 150 visites par an, ce qui reste un chiffre important. Il y a une disparité régionale. Vous voyez que lorsque en jaune, en marron et en rouge, surtout en rouge, on est à plus de 15% de visites par rapport à l'activité, quelques départements. On est à entre 10 et 15% aussi. Quelle peut être l'explication de cette disparité régionale? Une première explication est de comparer à la densité médicale en France. Si vous regardez un peu, vous voyez qu'il y a globalement, en partie, une corrélation, puisque le centre de la France, il y a moins de médecins, il y a moins de visites. C'est la première explication. Il y en a une deuxième, on a regardé les 10 départements où on fait le plus de visites. Alors voilà, si vous appartenez à ces départements, vous voyez que, alors que la moyenne nationale, je vous la rappelle, est de 8,9%, on est de 19,7 à 13,8, donc la Corse gardant le haut du pavé. Et puis, la grande majorité des médecins de ces départements fait plus de 150 visites par an. Le point qui ressort de façon importante, c'est le pourcentage de population qui a plus de 80 ans. Et vous voyez qu'on a des taux importants dans ces départements. Si on compare avec les 10 départements qui font le moins de visites, donc
eux, vous voyez, de 3,4% à 4,8%. Vous voyez que le point important, alors c'est qu'effectivement, donc là aussi, la proportion de médecins qui fait plus de 150 visites diminue considérablement, et la proportion d'habitants de plus de 80 ans est plus faible, hormis la Sarthe. Voilà. Pour ceux qui regarderaient de façon très attentive la diapositive, vous pouvez voir qu'en Mayenne, il y a 103% de médecins qui font des visites. Eh bien, c'est parce qu'il y a d'autres médecins que des généralistes. Ce n'est pas une erreur. Donc, c'est aussi à prendre en considération. C'est très faible. C'est pareil aussi dans l'Eure. Vous avez 102% de médecins qui font des visites. Donc, ça veut dire que c'est rapporté ça à l'ensemble des médecins. Donc, un des points qui fait que... Il y a deux éléments forts qui ressortent sur le nombre de visites. C'est le vieillissement de la population et bien entendu la disponibilité des médecins. Et probablement, et ça vous pourrez intervenir dans la discussion, la réalité loco-régionale, la difficulté de déplacement qui joue et qui a probablement un impact, même si vous... où est-ce que je voyais ça? Ouais. Même si vous voyez que là, on compare par exemple la Haute-Savoie et l'Essonne, et je pense que ce n'est pas comparable en termes de difficulté de déplacement. Donc, il y a probablement d'autres phénomènes qui interviennent. Et si on voulait analyser ça finement, il faudrait aller regarder les autres déterminants. Qui fait les visites par tranche d'âge des médecins? Alors, je me suis intéressé à ça parce que j'avais un préjugé, c'était de dire les plus jeunes, ils ne veulent pas faire de visite. J'assume ce que ça. Et en fait, pourquoi? Parce qu'au début, le ressenti est que probablement, quand on s'installe jeune, on a des patients jeunes, ils ont moins besoin de visites, puis plus on vieillit comme docteur, puis plus les patients ils vieillissent, puis plus il faut faire des visites pour eux, et puis plus ils prennent conscience aussi qu'il faut en faire. Et que disent les chiffres? Eh bien, vous voyez que, en fonction de l'âge des médecins, le pourcentage de visites effectuées donc, est de 15% quand on a 39 ans. Et puis, on a demandé les pourcentages de médecins de la tranche d'âge. Ben, il y a pile poil 15% de médecins de la tranche d'âge. Après, vous pouvez prendre 18 et 17 pour 40-49 ans, 35 et 33 et 30-31. Juste comme ça, pour s'inquiéter, vous voyez quand même que les médecins de plus de 50 ans représentent 64% des médecins en exercice. Et ceux de 60 à 70 ans, 31%. La visite pour qui? Parce qu'on sait par qui. Donc en gros, la grande majorité des médecins fait des visites, quelle que soit la tranche d'âge, de façon égale, avec des différences bien entendu par département. Mais pour qui? Eh bien, d'abord, sur l'ensemble des visites, 16 420 000 sont faites pour des patients en ALD. Et si on rapporte ça aux patients visités, vous voyez qu'un patient en ALD a 5,5 visites par an. Les patients non ALD bénéficient de plus de 8 millions de visites à raison de 2,2 visites par patient. Si on regarde par tranche d'âge, entre ALD et non ALD, vous avez là le nombre de visites. Et si vous regardez le nombre de visites au total par tranche d'âge, vous voyez qu'il y a 16 millions de visites, encore une fois, pour les patients en ALD, dont 10 millions pour les plus de 80 ans, 2,8 millions pour les plus de 70 ans, de 70 à 79 ans. Ce qui veut dire qu'on est à 13-14 millions de visites pour des patients en ALD. Et si vous regardez les patients non ALD, pour lesquels il y a 8 millions de visites, on pourrait dire qu'à la limite, on comprend les visites pour les patients de plus de 80 ans, qui représentent 3,3 millions, mais on comprend moins les visites pour les patients non ALD qui ont moins de 80 ans, même si, bien entendu, parmi eux, certains relèvent de ce que j'ai décrit tout à l'heure, dont en partie des urgences, mais ça fait beaucoup. Si vous ramenez ça en répartition et en pourcentage ALD, non ALD en tranche d'âge, on voit bien que ceux qui bénéficient et qui
a priori, auraient le plus besoin de la visite à domicile sont les patients de plus de 80 ans, majoritairement en ALD, éventuellement les 70-79 ans, mais encore une fois, interrogeons-nous sur les patients non ALD des autres tranches d'âge, et vous voyez que les patients entre 15 et 39 ans, non ALD, bénéficient plus de visites que les patients en ALD. Et pareil pour les 40-59 ans. Si on regarde la répartition donc, du nombre de visites par tranche d'âge, on voit encore une fois que vous avez 57% des patients qui ont plus de 80 ans, 15% qui ont 70 à 79 ans, et en gros, on n'est pas loin du fait que les visites sont faites pour 3/4 pour des patients de plus de 70 ans. Si on compare à l'âge des populations, les plus de 70 ans ne représentent que 30% de la population française. Ça veut dire qu'on fait 3/4 des visites pour 30% de la population, ce qui semble justifié ou pas avec un périmètre à définir, mais qui exprime bien les besoins et besoins qui risquent d'être exponentiels avec le vieillissement de la population. Alors, conclusion, la prise en charge de patients nécessitant des soins à domicile est et reste un enjeu de santé publique. Encore plus avec le tournant ambulatoire qui est une réalité, mais tournant ambulatoire veut dire moins de temps à l'hôpital, mais pour autant, cela ne veut pas dire que les patients n'ont pas besoin de soins à domicile. Même si une partie peut être faite par d'autres professionnels de santé que des médecins et des médecins généralistes, il est clair qu'une partie de cette population a besoin de la visite du médecin généraliste. Donc il reste indispensable que les généralistes continuent à prendre en charge une grande partie de ces visites. Combien, et ça je pense que ces données seront à étudier plus précisément, mais il reviendra à ceux qui sont en charge de travailler, et c'est le sens de la dernière intervention autour de la nomenclature, d'y réfléchir, de prendre en considération les 16 millions en ALD, les 3 millions de plus de 80 ans non ALD, un certain nombre de patients qui relèvent de l'urgence, mais pour d'autres, ou parmi ceux-là, faut-il déléguer une partie des tâches? Est-ce que, y compris pour les 16 millions de patients en ALD, une partie des visites peut être effectuée par d'autres professionnels en collaboration, comme c'est déjà le cas dans le cadre de certaines expériences? Il y a un pourcentage de visites qui est lié à l'absence de moyens de transport de patients. Quelle solution? Est-ce qu'il est logique que ce soit le médecin qui se déplace pour ces raisons-là? Qu'est-ce qu'on fait des autres visites? Elles sont-elles inutiles? Est-ce du confort? Est-ce que ça représente à peu près 5 millions de visites? Quel est l'enjeu financier? Quel est l'enjeu en termes de disponibilité des médecins qui font ça? Et quand ils font ça, ils ne font pas autre chose. Et donc, si on décide ou qu'on précise qu'il y a des visites indispensables, eh bien, il faut peut-être encore mieux en cerner le périmètre, qu'il faut préciser les compétences nécessaires pour la prise en charge de ces patients à domicile. Y a-t-il une spécificité du médecin traitant dans le suivi, la prise en charge de ces malades chroniques qui sont en perte d'autonomie? Et dans ce cas-là, bien entendu, il faut une rémunération adaptée, parce que pour répondre à la question du début, qui est que si on ne reconnaît pas la visite, les médecins s'en désengageront, ça reste une réalité. Et donc, le sens de cette table ronde, c'était à la fois de faire le point, mais aussi à terme d'interpeller les pouvoirs publics et les syndicats sur le fait qu'il est indispensable, mais je crois que les choses ont commencé, de lancer, j'allais dire la bagarre, sur le fait qu'il n'est pas possible de continuer à rémunérer aussi mal la visite, alors que c'est un enjeu de santé publique majeur. Je vous remercie.